Et l'Afrique qui aujourd'hui a un tournant important pour sa souveraineté mais aussi son avancement sur le plan économique et même sécuritaire recherche aujourd'hui les moyens de se défaire de l'influence occidentale, que ce soit sur le plan politique, le plan sécuritaire ou encore le plan économique et même culturel. Mais quelles sont les démarches à suivre pour le continent africain pour atteindre justement ce rêve ou encore ce désir? Quelles sont les démarches diplomatiques des chefs d'État africains mais aussi des chefs de diplomatie sur le territoire continental? Eh bien, on en parle avec le docteur Sango dans cette émission Panafrique-Analyse. Dans la deuxième partie, nous parlerons des bases militaires françaises au Sénégal. La société civile aujourd'hui lève le ton et réclame le départ des bases militaires françaises sur leur territoire. Les autorités du Sénégal, à savoir le pouvoir dirigé aujourd'hui par Diomaye Diakhar Faye, vont-ils abdiquer face à ces demandes? Eh bien, on en parle avec le docteur Sango, je vous le disais déjà, invité de ce programme Regard panafricain. Merci d'être là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Béoudé et bonsoir aux multiples téléauditeurs et téléspectateurs que j'ai le plaisir de retrouver cet après-midi. C'est un plaisir de vous retrouver également. Eh bien, on démarre les échanges juste après cette transition. Bienvenue à tous. En politique, en sécurité, en souveraineté économique également, les pays africains restent très attachés à l'influence occidentale d'après les informations et les faits constatés sur le terrain. Tenez par exemple, les pays africains utilisent pour certains, une monnaie qui n'est pas la leur. Par exemple, on peut également citer les constitutions, mais aussi la façon d'étaler la politique dans leurs différents pays, sans oublier l'invasion culturelle dans ces derniers pays. Avec le docteur Sango, eh bien, on en discute. Docteur Sango, peut-être avant, on pourrait commencer par discuter de ce qu'on appelle l'influence occidentale. Déjà d'entrée de jeu, il faut dire que étymologiquement, influence occidentale, c'est tout simplement le fait que les puissances occidentales ont un pouvoir accru dans la prise décisionnelle des chefs d'État africains. Du moins, lorsqu'on fait l'analyse des prises de décision de nos chefs d'État au sommet de nos États, on se rend bel et bien compte que la prise décisionnelle est beaucoup plus embrigadée et influencée par ces puissances occidentales. Donc c'est cette façon de faire-là qu'on appelle influence occidentale, cette capacité à impacter l'autre, cette capacité à imposer à l'autre une façon de faire, cette capacité à demander à l'autre de faire quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'il voudrait faire. C'est ça qu'on appelle techniquement influence occidentale. Alors cette influence occidentale, c'est, n'est-ce pas, imposée aux États africains par la volonté des puissances occidentales. Parce qu'il faut rappeler que du point de vue historique, les pays africains ont une histoire totalement tragique et même pathétique. Tragique et pathétique, pourquoi? Parce que dans le cursus de leur histoire, il leur est arrivé, n'est-ce pas, de rencontrer, n'est-ce pas, ces puissances occidentales-là, dans ce qu'on a appelé la colonisation, l'impérialisme, etc. Ce choc donc de civilisation, choc de rencontres entre l'Afrique et l'Occident a donc laissé des séquelles qui sont aujourd'hui incicatrisables. Ces séquelles-là sont aujourd'hui ce que nous dénonçons à travers la violation de la souveraineté. C'est-à-dire, vous avez fait une très bonne description dans votre entrée en disant que les pays africains sont tenus économiquement par la monnaie, sur le plan culturel par les langues, les religions, sur le plan politique par des systèmes politiques qui ne sont pas forcément adaptés à leur environnement, et dans beaucoup de domaines qu'on pourrait citer sans finir. Donc, aujourd'hui, voilà l'architecture politique qui caractérise le continent africain, et dans un contexte où l'Afrique veut donc se développer et prendre en main sa souveraineté, il est donc important de poser des bases pour voir comment rectifier cette architecture à l'effet de la redéfinir et de la réadapter aux réalités et aux ambitions du continent africain.
Et comment est-ce que ça se passe justement, docteur Sango, quand on regarde sur le plan politique et même sur le plan sécuritaire, par exemple, pour ne parler que de ces deux plans-là, on a, comme je le mentionnais tout à l'heure, les constitutions. On a également le système politique que vous avez cité tout à l'heure dans votre première prise de parole. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut exactement faire? Parce que certains estiment aujourd'hui qu'il faut marquer un arrêt entre le legs colonial et la nouvelle Afrique aujourd'hui. Mais comment est-ce que cela se passe sans qu'on entre forcément, on va dire peut-être dans des coups d'État, des ruptures anticonstitutionnelles, comme on a l'habitude de les appeler ailleurs, sans en tout cas qu'il y ait peut-être des morts, des guerres et tout ce qui va avec? Écoutez, quelle que soit la solution qu'on devrait privilégier aujourd'hui, il faut la privilégier parce que l'Afrique est en quelque sorte tenue. L'Afrique a en quelque sorte sur sa tête un caillou qui pèse sur elle. Donc, la première chose à faire aujourd'hui, c'est d'abord d'afficher la volonté de se défaire de cela. D'accord? Il faut d'abord cette volonté-là affichée par les États africains de se défaire de ce fardeau qui pèse sur leur tête. Avoir la volonté, donc, une fois la volonté donc nourrie, ça va leur permettre donc de trouver des solutions. Et les solutions, elles sont nombreuses, c'est-à-dire les mécanismes et les stratégies qui pourraient conduire à se défaire de ce fardeau qui pèse sur leur tête sont nombreuses. Vous avez parlé des coups d'État, vous avez parlé des révolutions. C'est des stratégies aujourd'hui qu'on doit privilégier parce que on voit que compte tenu de l'ampleur, de la lourdeur, de la pesanteur de ce fardeau qui pèse sur les États africains, la stratégie, par exemple, de la diplomatie, de la négociation, est une stratégie qui ne peut pas marcher aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on s'est rendu bel et bien compte que dans ce rapport entre ces pays occidentaux et les pays africains, on n'a pas toujours privilégié cette négociation et cette coopération dans les échanges diplomatiques sur le plan international. Lorsque vous voyez les relations entre l'Occident et l'Afrique aujourd'hui, c'est tout sauf des relations. On voit que c'est des relations basées sur l'oppression, sur la violence, sur la duperie, sur la condescendance. Il serait donc incongru de penser que vouloir mettre un terme à ce genre de fardeau-là nécessiterait d'utiliser le même mécanisme de coopération. Non, ça ne pourra jamais marcher parce que la négociation est déjà déséquilibrée. Or, le partenariat nécessite souvent l'équilibre entre les parties. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit utiliser la forme des relations internationales que les pays occidentaux eux-mêmes ont laissé prévaloir sur la scène internationale avec les États africains, à savoir la violence et même la guerre. Peut-être on va me taxer d'être un turiféraire de la guerre, mais je pense que lorsque vous êtes agressé, lorsque vous êtes, n'est-ce pas, envahi, lorsque on a violé votre domicile, on viole vos matières premières et vos ressources naturelles, on pille, on vend tout sans votre consentement, la seule chose à utiliser et qui est même conforme au droit international reste la légitime défense. Okay. Il faut d'abord se défaire de cet assaillant-là, chercher à le repousser. Du moins, il faut avoir ce qu'on appelle l'instinct de survie. Si les États africains veulent survivre aujourd'hui, ils n'ont qu'à se défaire de cet agresseur, de cet assaillant qui veut la maintenir, n'est-ce pas, dans cet état d'oppression. Donc, vous comprenez avec moi que je n'exclus pas des stratégies capables de libérer l'Afrique aujourd'hui. On peut privilégier toutes les stratégies, mais ne pas se focaliser sur la stratégie de la négociation, la coopération, comme le laissent croire certains pays occidentaux et certains Africains et institutions internationales en Afrique qui pensent que on doit dialoguer, on ne doit pas rompre de manière absolue, on doit privilégier les mécanismes de négociation, de dialogue, etc. Moi, je pense que c'est des mécanismes qui ne vont servir à rien si on n'utilise pas des rapports de force qui pourront aussi permettre à ces gens-là de comprendre que ces gens-ci sont décidés de se libérer. Oui. Maintenant, docteur Sango, il y a la volonté de se libérer et il y a la capacité à se libérer. Je prends le cas du Centrafrique qui, en 2023, notamment en août, avait organisé un référendum constitutionnel pour valider une nouvelle constitution qui devrait permettre aux Centrafricains de jouir des richesses du Centrafrique
outils qui devraient permettre le changement de bien des choses sur le territoire centrafricain, mais qui aujourd'hui a besoin encore des appuis financiers, par exemple comme ceux du Fonds monétaire international, ceux de la Banque mondiale, ceux de la France, pour ne citer que cela. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut parler d'un rapport de force qui serait suffisamment solide justement pour faire face à ces influences occidentales? On peut parler également de l'Ouganda ou encore du Ghana, des pays qui avaient décidé d'être totalement contre la culture LGBTQ+, avec des lois formellement votées par le Parlement et validées, promulguées par le président de la République, mais se sont retrouvés dans des chantages des Occidentaux pour avoir pris ces décisions. Il en est de même pour le Mali, qui a décidé de prendre position par rapport au terrorisme soutenu dans le nord de son pays face à l'Ukraine, et qui a été d'une certaine manière à qui on a fait du chantage. Le chantage venait bien sûr de la Suède, par exemple. Il y a tellement d'exemples comme cela. Comment instaurer un rapport de force, mais peut-il y avoir un réel rapport de force dans ces circonstances? Oui, il y a, n'est-ce pas, une nécessité de capacité évidente, importante dans ce processus de libération aujourd'hui. Nous sommes d'accord que la simple volonté ne suffit pas. Il faudrait, n'est-ce pas, accoler à la volonté politique l'expression des capacités. L'économiste indien parle, n'est-ce pas, des capacités, comme pour dire qu'à un certain moment donné, vous ne pouvez pas vous libérer si vous n'avez pas cette force-là, ces ambitions de vous libérer. Donc aujourd'hui, voilà l'équation à laquelle l'Afrique est aujourd'hui confrontée. Comment donc construire cet indice de puissance, cette capacité à se libérer? C'est ça qui fait défaut aujourd'hui à l'Afrique. Mais je pense que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que l'Afrique ne peut pas. L'Afrique n'arrive pas à construire cet indice-là de manière efficace, justement parce que on constate que l'Afrique reste encore divisée, l'Afrique reste encore balkanisée, l'Afrique évolue encore à géométrie variable dans ce combat de libération qui la caractérise aujourd'hui. Lorsque vous voyez l'Afrique tout entière aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a une différence dans la lecture de ces processus de libération. Lorsque vous prenez les États de l'AES, ces États-là n'ont pas le même comportement que les États, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, comme les États, par exemple, comme le Bénin, comme le Nigeria, comme le Sénégal, etc. Donc, il y a une sorte de dissymétrie dans ce combat qui fait en sorte que les pays africains n'arrivent pas à être efficaces sur le terrain. Et tant que les États africains ne vont pas résoudre cette maladie congénitale du diviser pour mieux régner qui leur avait été imposée par les puissances occidentales à l'effet de spolier les richesses, les matières premières africaines, le continent africain va toujours peiner à prendre à main son indépendance et sa souveraineté. Oui. C'est pour cela que moi je suis de ceux qui pensent que la stratégie ou alors le projet qui est aujourd'hui porté par les États de l'AES serait ou resterait un projet inachevé tant que les autres pays environnants frontaliers à l'AES ne basculeront pas du côté de l'AES. Ça restera difficile parce que on va toujours utiliser la frontière voisine pour déstabiliser le pays qui a décidé de prendre une trajectoire différente. Donc, je suis conscient de cette réalité-là. Il faut que l'Afrique construise son indice de puissance parce que c'est cet élément-là qui va lui permettre de s'émanciper. Thomas Sankara le disait à suffisance. Un esclave qui ne combat pas pour prendre sa liberté ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. C'est la lutte aujourd'hui qui reste le moteur de l'histoire, ou du moins l'élément catalyseur des relations entre le continent européen et le continent africain. Tant que cette lutte-là ne sera pas menée par les Africains, pour les Africains et pour le continent africain, les puissances occidentales vont toujours se servir du continent africain. Donc, je suis d'accord avec vous.
il faut que les États africains prennent conscience dans cette crise de conscience qui caractérise aujourd'hui le continent pour qu'ils parlent avec unanimité et univocité sur des problématiques majeures, du moins des problématiques qui touchent au domaine de la souveraineté. Ces problématiques-là, nous les connaissons tous. Nous avons par exemple le sempiternel problème de la monnaie. Et c'est sur cet élément majeur que les puissances occidentales surfent généralement pour faire ce que vous avez appelé du chantage économique. Et donc cette monnaie aujourd'hui, cette problématique monétaire aujourd'hui reste primordiale dans le processus de souverainisation du continent africain. Il est temps que les pays africains résolvent ce problème-là, définissent une monnaie qui leur sera commune et qui leur donnera, n'est-ce pas, ici, la capacité d'être présents dans le marché international et de commercialiser eux-mêmes leurs matières premières et leurs ressources naturelles qui sont jusqu'ici vendues par des puissances occidentales au détriment de leur propre intérêt. Donc, comme l'économie, nous avons aussi le sécuritaire. Vous savez que c'est aussi l'élément avec lequel les puissances occidentales ont tenu l'Afrique aujourd'hui. Quand je vous dis souvent que le terrorisme n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel ex nihilo, c'est un constructivisme, c'est un construit des acteurs, fondamentalement des pays occidentaux, qui ont pensé cet outil pour imposer aux États africains à l'effet de les tenir, ou du moins de leur faire du chantage politiquement. C'est ce que j'avais appelé la colonialité du pouvoir. Lorsque vous avez un président qui n'est plus servile, qui n'est plus docile aux intérêts des puissances occidentales, on vous impose le terrorisme, on vous impose la rébellion, ou parfois on vous fait ce que vous avez appelé le coup d'État. Et on vous renverse pour mettre quelqu'un qui sera au service de leurs intérêts. Donc c'est comme ça que ça a marché. Il est important aujourd'hui que l'Afrique implémente ce que je mobilise dans mes travaux, à savoir la théorie du déconstructivisme-constructivisme. C'est-à-dire on déconstruit ce qui a été construit par ces acteurs-là et on construit à nouveau des bases et des politiques solides, capables cette fois-ci de résister et de servir les intérêts du continent africain. Merci docteur Sango pour cette lecture. Maintenant, il y a une interrogation, alors une préoccupation qui, bien sûr, revient de ceux qui sont des observateurs avertis sur la scène panafricaniste. C'est beaucoup plus le support, l'apport et les relations entre les pays africains. Face à de telles difficultés, est-ce que les pays africains ne sont pas en même de s'entraider à travers, on a plusieurs organisations sous-régionales ou alors l'organisation mère qui est l'Union africaine. J'ai cité tout à l'heure des pays comme la République centrafricaine où l'aide du Fonds monétaire international est encore attendue pour améliorer l'économie par exemple du pays. Aujourd'hui, les pays africains, enfin d'Afrique centrale particulièrement ou d'Afrique de l'Est ou peu importe la sous-région, ne peuvent-ils pas se réunir en conclave et discuter de cagnottes qui pourraient permettre à plusieurs pays de résoudre des questions qui sanitaires, qui économiques, qui éducationnelles, afin justement de pallier cette forte présence et influence occidentale. N'est-il pas possible que cela puisse exister? C'est possible, Madame Begouti, et c'est même ça l'idéal, d'accord? Et ce que vous posez là comme élément, c'est la solidarité africaine, et la solidarité des États africains. C'est ça l'élément et le moteur aujourd'hui qui devrait permettre aux États africains de contrecarrer ce qui se présente aujourd'hui comme étant sanction ou alors outil de chantage par ces puissances occidentales. Si le continent africain aujourd'hui se met ensemble, collabore et travaille, n'est-ce pas, de manière commune, je ne pense pas qu'il y aurait une puissance dans le monde qui serait au-dessus du continent africain. Parce que lorsque vous faites les projections économiques à travers les indicateurs économiques, et lorsque vous concevez et appréhendez le continent africain comme étant les États-Unis du continent africain, le continent africain passe pour être la première, si ce n'est la deuxième puissance économique
mondiale. Parce que l'Afrique a toutes les opportunités. L'Afrique a la démographie. L'Afrique a des ressources naturelles et des matières premières. L'Afrique a de la ressource humaine. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui pour décoller économiquement? C'est justement parce que il y a ce sempiternel problème du divisionnisme imposé par les puissances occidentales. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Donc, la coopération sud-sud reste un outil tellement important, efficace dans les stratégies de développement des États entre guillemets sous-développés. Parce que lorsque vous voyez également cette terminologie qui fleuronne dans la scène internationale, État développé, État sous-développé, État ceci, État en voie de développement, en réalité, c'est des vocabulaires qui ont été mobilisés par ces puissances occidentales qui disent qui est État développé et qui ne l'est pas sur le plan international. Parce que si on appréhende par exemple l'Afrique sous le prisme des matières premières et des ressources naturelles, on ne saurait dire que l'Afrique est un continent sous-développé. On est sous-développé par rapport à quelque chose. Mais lorsque vous voyez le discours des puissances occidentales, c'était comme si le continent africain n'avait rien. C'était comme si le continent africain était un désert en termes de compétences, comme le disait le président Talon à l'Élysée dernièrement dans l'un de ses discours, où il disait que l'Afrique c'est un désert de compétences. L'Afrique n'a rien, l'Afrique n'a rien, l'Afrique n'a rien. Donc il faut sortir de ces manipulations discursives pour intégrer les réalités techniques et même scientifiques. L'Afrique aujourd'hui est peut-être sous-développée par rapport, par exemple, à la solidarité internationale ou africaine. On ne peut pas dire que l'Afrique est sous-développée économiquement. Donc moi, je ne peux pas accepter cela. Donc l'Afrique aujourd'hui a des voies à privilégier pour contourner cette influence occidentale. Parmi ces voies-là, la solidarité africaine. Et parlant de cette solidarité africaine, vous avez évoqué le volet, n'est-ce pas, des organisations d'intégration sous-régionales, en mettant, n'est-ce pas, ici au cœur l'Union africaine. Je vous dis toujours, en tant que politologue et internationaliste et expert des questions d'intégration, que le régionalisme et comme l'intégration restent les moteurs de développement des États. Du point de vue économique, on ne peut pas penser le développement d'une sous-région, d'un continent, sans passer par les éléments tels que l'intégration. C'est des outils aujourd'hui efficaces. Parce que lorsque vous voyez par exemple les États-Unis, la France, l'Asie, partout là-bas, on trouve les organisations d'intégration sous-régionales qui fonctionnent et qui permettent à ces États-là d'être économiquement prospères au niveau interne et puissants au niveau international. En Afrique, le problème, c'est lequel? En Afrique, le problème, c'est parce que nos organisations d'intégration sous-régionale n'ont pas été, n'est-ce pas, ontologiquement pensées pour servir les intérêts du continent africain. Lorsque vous prenez par exemple l'Union africaine et que vous remontiez sur ses eaux baptismales en 1963 avec la naissance de l'organisation de l'Union africaine, vous allez vous rendre compte que tout est parti de là. Si vous voulez comprendre aujourd'hui la politique impuissante de l'Union africaine, partez de 1963, année où naquit l'organisation de l'unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Il y avait deux blocs. Le bloc des Moroviens, de Morovia, qui ne voulaient pas de l'unité directe du continent africain. C'est-à-dire des personnes qui pensaient que la construction de l'unité africaine devait, n'est-ce pas, essayer de se ralentir. On devait aller pas à pas et ne pas aller tellement vite. On avait les leaders tels que Houphouët-Boigny qui défendaient cette position-là, les leaders tels que Léopold Sédar Senghor. À côté du camp des Moroviens, il y avait le cas de Casablanca, qui, contrairement au cas des Moroviens, voulait qu'on signe un traité direct qui décrète les États-Unis d'Afrique. On avait des propulseurs tels que Kwame Nkrumah, les propulseurs tels que Diop, les propulseurs tels que Sékou Touré. Mais malheureusement, c'est le camp des Moroviens qui a prévalu et qui a été mobilisé comme politique et objectif devant caractériser l'Union
africaine aujourd'hui. C'est cette politique-là qui est en vigueur aujourd'hui au sein de l'Union africaine. Lorsque vous voyez donc les balbutiements, les manquements de l'Union africaine, tout part de là. Et ce qui est vrai pour l'Union africaine l'est également pour les autres organisations sous-régionales, telles que la CEMAC, telles que la CEDEAO, telles que l'UEMOA, telles que la SADC. C'est des organisations qui méritent aujourd'hui de faire leur aggiornamento pour soit se reformer, soit disparaître pour laisser la place aux nouvelles organisations. Et sur ce point-là, je parle souvent, n'est-ce pas, ici, de la dissolution, parce que ces organisations-là ont atteint un niveau, n'est-ce pas, d'impuissance qui voudrait que pour les rendre puissantes, efficaces et efficientes sur le terrain, il faut les dissoudre pour implémenter les nouvelles organisations. C'est ce que le management des réformes conseille ou alors privilégie. Lorsqu'une organisation est en crise, a atteint un niveau de crise aussi élevé, on ne peut pas la réformer du point de vue interne pour la rendre efficace. La seule chose à faire, c'est de la dissoudre pour la remplacer par une nouvelle organisation qui partira cette fois-ci sous des nouvelles bases. Donc voilà l'architecture politico-économique qui caractérise l'Afrique aujourd'hui. Il y a du travail à faire, il y a des solutions qui sont connues, sauf que parfois nos leaders, nos dirigeants ne veulent pas s'engager politiquement. C'est ça le drame de l'Afrique, le déficit de solidarité africaine et le manque de volonté de certains de nos leaders politiques. Merci, docteur Sango. C'est une question peut-être sur laquelle nous reviendrons dans d'autres éditions d'émissions, que ce soit Regard panafricain ou encore à la télévision avec le grand angle. Parlons à présent du Sénégal. Au Sénégal, alors que les autorités installées ne font pas mention pour l'instant de l'installation des bases militaires ou alors du départ des militaires français de leur territoire, la société civile a décidé de se réunir en front en groupe pour réclamer le départ de ces bases militaires, la fermeture des bases militaires et le départ des militaires français de leur territoire. Il s'agit du Front pour le retrait des bases militaires françaises Gassi, situées bien sûr au Sénégal. La société civile multiplie des sorties médiatiques, des sorties dans les rues pour appeler le peuple sénégalais à demander en retour la fermeture de ces bases et le retrait de ces militaires français de leur territoire. Mais docteur Sango, au vu des plus de 100 jours qui ont été déjà épuisés par le président Diomaye Diakhar Faye, arrivé au pouvoir il y a de cela quelque temps, est-ce que vous pensez que cette politique est en adéquation avec ce qui est fait sur le terrain? Pas du tout. Il y a une sorte de cassure entre les politiques implémentées aujourd'hui à la tête du Sénégal et les desiderata de la population sur le terrain. Ah oui? On n'a pas besoin de faire des recherches pour constater cela. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de féliciter la société civile sénégalaise qui est dans une très bonne dynamique. Qui permet, n'est-ce pas, de constater que dans une certaine mesure, elle avait été, n'est-ce pas, dupée lors de la campagne présidentielle. Parce que c'est l'occasion de rappeler ici que sur ces problématiques des bases militaires, du franc CFA, de la déconnexion avec le système france-africain, que les nouveaux leaders sénégalais avaient surfé lors de la campagne présidentielle au Sénégal. Et je pense que c'est pour cela que la société civile, la population sénégalaise, le peuple sénégalais a fait confiance à ces leaders-là dès le premier tour des élections. Il faut rappeler qu'ils ont gagné les élections sans aller au deuxième tour. Ça démontre, n'est-ce pas, l'acceptation du programme et du projet politique qu'ils ont présenté à la population. Une fois donc arrivé au pouvoir, on constate qu'en réalité, c'était, n'est-ce pas, du dol, c'est-à-dire de la duperie, en quelque sorte. C'était du politiquement correct que ces leaders politiques avaient fait. Surfer sur le panafricanisme pour avoir le pouvoir et une fois au pouvoir, replonger le Sénégal dans la continuité de ce système France-africain. Du moins, lorsque vous analysez les actions de ces nouveaux leaders aujourd'hui, rien ne montre leur volonté
d'implémenter le projet politique qu'ils ont pourtant vendu aux Sénégalais. Ils sont plutôt dans une dynamique de consolidation du système de la France-Afrique, au lieu d'être dans une dynamique de déconnexion. On voit aujourd'hui que la déconnexion dont ils prêchaient lorsqu'ils étaient encore opposants, en réalité n'était pas une déconnexion systémique, mais c'était une déconnexion peut-être par rapport à Macky Sall. Or, aujourd'hui, le combat du continent africain n'est pas un combat qui est orienté envers les personnes. Les personnes sont tout simplement les éléments d'un système qui est enraciné. Donc, il faut envisager le combat du point de vue global. Au Sénégal, aujourd'hui, il faut dire que il y a d'abord ce manque de volonté là de la part de ces nouveaux leaders, mais qui peuvent aussi s'expliquer par des pesanteurs politiques sur le terrain. Il faut dire qu'aujourd'hui, pour que les nouveaux leaders sénégalais s'engagent dans ce combat panafricaniste, ou du moins dans la direction des problématiques panafricanistes, c'est-à-dire par exemple sortir du franc CFA, ou alors chasser les bases militaires et étrangères, ou alors rejoindre les États de l'AES par exemple, ce n'est pas politiquement facile aujourd'hui parce qu'il y a des pesanteurs. Parmi ces pesanteurs, nous avons les accords lyonnais qui avaient été signés entre le Sénégal et les pays occidentaux et fondamentalement la France depuis les indépendances, et lesquels accords ont été reconduits in litran, n'est-ce pas, par chaque président qui s'est succédé à la tête du Sénégal, que ce soit Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall. Ces différents présidents ont consolidé et ont renouvelé ces accords lyonnais. Lorsque vous voyez ces accords lyonnais, l'article 6, j'avais pris la peine de faire les recherches là-dessus. L'article 6 de ces accords dit que lorsque les intérêts de la France sont menacés au Sénégal, la France peut intervenir militairement par tous les moyens pour restaurer leurs intérêts. Ça, c'est l'article 6 d'un accord qui est encore en vigueur au Sénégal aujourd'hui. Je ne suis pas en train de le convoquer pour montrer que c'est impossible que le Sénégal se défasse de ce système. Oui. Je suis tout simplement en train de mettre sur la table les éléments sur lesquels les leaders sénégalais nouveaux devaient d'abord commencer par s'attaquer avant maintenant de poser des problématiques panafricanistes au niveau global. Donc aujourd'hui, il y a cette pesanteur-là qui peut expliquer ce manquement-là. Mais je pense que si cette pesanteur-là est réelle, on ne voit pas la volonté des nouveaux présidents, des nouveaux leaders sénégalais à sortir de cet accord-là. Il faut dire que c'est un accord, mais du point de vue international, le Sénégal dispose des moyens pour sortir de cet accord-là, en vertu de ce que le droit international appelle le domaine réservé des États, qui voudrait que à tout moment un accord soit dénoncé lorsque l'intérêt du pays est en danger. D'autres pays l'ont fait d'ailleurs. Est en péril. Voilà. Nous avons l'exemple là-dessus. D'autres pays l'ont fait, comme vous venez de le dire. Donc aujourd'hui, on voit bel et bien que conscient de ces stratégies de contournement ou alors de sortie de ces accords-là, malgré donc la conscience de ces stratégies-là qui existent aujourd'hui pour sortir de cet accord lyonnais-là, les nouveaux leaders sénégalais ne veulent pas s'y attaquer parce qu'en réalité, ils n'ont pas intérêt, ou du moins, ils n'ont pas la volonté de remettre le Sénégal aux Sénégalais. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Depuis l'indépendance, le Sénégal n'a jamais été entre les mains des Sénégalais. Le Sénégal a toujours été comme une préfecture de la France. Lorsque vous voyez ce processus de la France-Afrique aujourd'hui au niveau du continent africain, si ce processus-là est du point de vue de la nature commun aux États africains, ce processus-là diffère du point de vue du degré dans chaque État. Le degré d'implémentation de la France-Afrique au Sénégal est largement supérieur
par rapport à un pays, par exemple, comme le Cameroun, par rapport à un pays, par exemple, comme le Niger ou le Bénin, par exemple. Donc, le degré est tellement élevé que s'il faut aujourd'hui s'attaquer à son déracinement, il faut vraiment que le leader ou les nouveaux leaders aient la volonté politique de s'y attaquer et le courage politique. C'est donc ce courage-là que la société civile est en train de vouloir mobiliser aujourd'hui pour prendre les choses en main et remettre le Sénégal aux Sénégalais. C'est pour cela que moi, je salue ce combat de la société civile sénégalaise qui, en moins d'un an seulement, est en train de comprendre que les nouveaux leaders sont en train d'orienter leur regard ailleurs au moment où leur pays est en train de brûler. Merci Docteur Sango, et on va sortir par là car nous n'avons plus assez de temps. Alors on a le pouvoir tenu par le duo Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko qui d'ores et déjà ont décliné leur position quant à l'AES par exemple. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas adhérer à l'Alliance des États du Sahel, qu'elle soit une confédération ou une organisation. Ils ont réitéré qu'ils ne partiraient pas de la CEDEAO et ne tourneraient pas leur dos. Mais une autre chose, c'est que le duo avait déjà réitéré que la rupture avec la France ne sera jamais brutale. C'est une rupture qui se veut progressive. Dans cette progressivité, Dr Sango, est-ce qu'il ne faut donc pas accorder le bénéfice du doute aujourd'hui au pouvoir de Diomaye Diakhar Faye, qui, on le voit sur la scène internationale, est en train de faire moult mouvements et plusieurs voyages, on le suppose, pour la vie économique du Sénégal? Il n'y a pas de progressivité qui tienne, Madame Bégoudé, dans ce combat que nous vivons aujourd'hui. Ce que Diomaye Faye est en train de faire sur la scène internationale est ce que nous appelons tout simplement l'agitation de surface. Il ne fait rien qui vise véritablement à faire avancer les choses. On doit sortir de la logique et de la progressivité. Vous devez savoir que la manipulation, la violation, l'agression du continent africain dure aujourd'hui depuis presque 700 ans. La colonisation, l'esclavage a duré des siècles, d'accord? La colonisation a duré des siècles. L'impérialisme a duré des siècles. On a spolié le continent africain à n'en point finir. Récemment encore, avec la célébration du débarquement de province en France, vous avez suivi le discours du président Paul Biya, où il a démontré que la France s'est libérée par le fait des Africains. Ou du moins, sans l'intervention des Africains, la libération de la France n'aurait été possible. Donc, il faut mettre sur la table cette histoire tragique et pathétique du continent africain et intégrer la réalité selon laquelle on n'a plus besoin de perdre du temps. J'ai souvent l'habitude d'expliquer la situation africaine aujourd'hui par une métaphore d'une femme qui est violée dans son domicile devant son époux. D'accord? Est-ce que l'époux va rester à dire qu'il collabore progressivement avec l'agresseur de son épouse? Est-ce qu'il va se mettre à initier les pourparlers, les négociations, le dialogue pour comprendre ce qui a poussé l'agresseur de son épouse à violer son épouse devant lui? Non, on doit sortir de là. Okay. C'est des manipulations en réalité, c'est des discours qui visent tout simplement à montrer le manque de volonté de ces dirigeants-là à s'attaquer véritablement au problème. Donc il faut sortir de là et comprendre que les pareils discours visent tout simplement à retarder l'Afrique ou du moins à adosser la position des agresseurs. Parce qu'il faut Il faut vous rappeler, n'est-ce pas, des propos de Nelson Mandela qui disait que dans une situation d'injustice, on n'a pas besoin de garder le silence ou alors de jouer, n'est-ce pas, la neutralité. Lorsque vous gardez le silence ou lorsque vous jouez la neutralité, ça montre que vous avez épousé le camp des agresseurs. Pour éviter donc tout cela, on doit dire que la politique de la progressivité n'est pas une politique qu'il faut convoquer aujourd'hui pour lire le combat panafricain. Il faut, n'est-ce pas, qu'on se lance dans le combat. Il faut qu'on lutte. Il faut qu'on maximise le temps présent parce qu'on n'a plus besoin d'attendre. Si on se met dans cette politique de progressivité, nos enfants, arrière-enfants, arrière-petits-enfants vont revivre les mêmes travers que nous vivons aujourd'hui. Donc, la lutte, la guerre, si vous voulez, pour nous libérer parce que nous sommes en guerre, nous avons un fardeau
qui est sur nos têtes. Nous avons, n'est-ce pas, des agresseurs qui sont en train de violer nos enfants, nos femmes devant nous, et nous n'avons pas le droit de rester impuissants. Merci à vous, docteur Sango. On ne devrait pas rester impuissant devant telle ou telle autre situation. Il faut donc aller en guerre. Merci pour votre apport dans le cadre de cette émission qui est parvenue à son terme. Le temps passe très vite. On se retrouvera la semaine prochaine, docteur Sango, pour une autre émission sur d'autres thématiques. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. À très bientôt. Merci Madame Bégoudé, c'est un plaisir partagé et je remercie les téléspectateurs qui ont pris du temps pour suivre nos modestes analyses sans toutefois oublier la technique qui a été magistralement portée par Kelly. Et justement, salut Kelly à la mise en onde de ce programme et derrière les caméras. À vous, merci de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. L'information et les programmes se poursuivent sur For You Radio. Merci infiniment, à très bientôt à tous.